Un tout grand merci pour la présentation du projet et de ces témoignages de terrain. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie Fontaine, expert VAE dans l'enseignement de promotion sociale, qui va présenter un autre dispositif accélérateur, facilitateur de parcours d'apprentissage, la valorisation individuelle et collective ou automatique dans l'enseignement de promotion sociale. Et cette présentation sera illustrée ensuite par un exemple concret de parcours d'apprentissage réalisé dans le domaine de la comptabilité grâce à des partenariats développés par l'IFAPME et présenté à deux voix par Véronique Senzial et Laurie Delstange de l'IFAPME. Je laisse maintenant la parole à Valérie Fontaine. Voilà, voilà. Désolée, je ne trouvais plus l'icône. Voilà. Eh bien, vous voyez bien mon écran? C'est un ordre? Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Michel et Véronique pour cette journée, en tout cas pour nous donner la parole. Je vais donc vous parler en tant qu'experte de la valorisation des acquis pour l'enseignement de promotion sociale, de ce que nous pouvons offrir à un public adulte. On en parle tout au long de la journée aujourd'hui, qui est évidemment toujours porteur de sa propre expérience. Et donc, nous avons en promotion sociale tout un dispositif qui permet de le reconnaître. Alors, comme vous le savez certainement, la promotion sociale, dans sa forme actuelle en tout cas, est basée sur son décret du 16 avril 1991. Donc nous venons de fêter nos 30 ans d'existence, sous ce décret. Alors, il est déjà prévu dans les finalités de concourir à l'épanouissement individuel et également de répondre aux besoins et aux demandes des entreprises, mais aussi des administrations, de l'enseignement, des milieux socioculturels et socio-économiques. Dans son article 8, il est question, depuis le début, de la valorisation des acquis. Alors, je vous lis, les établissements d'enseignement de promotion sociale sont autorisés à prendre en considération pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci, les capacités acquises dans tout enseignement ou d'autres modes de formation, y compris l'expérience professionnelle. Donc, à partir de là, libre cours pour la promotion sociale de reconnaître ces expériences. Alors, les objectifs de notre public sont tout à fait variés. Donc, dans les sections que nous proposons, on va répondre à des besoins individuels ou collectifs, comme Michel vous l'a annoncé, mais de différents types de besoins. On a des personnes qui viennent pour de l'initiation, pour du rattrapage, de la qualification, du perfectionnement, du recyclage, de la reconversion ou de la spécialisation. Alors, le système de l'enseignement de promotion sociale est modulaire. Donc, ça permet, Madame la ministre l'a d'ailleurs encore rappelé, d'avoir vraiment une souplesse qui a été particulièrement nécessaire dans ces derniers temps difficiles, qui permet vraiment cette modularité des différents cours qui sont divisés en UE, unités d'enseignement, qui s'organisent selon un certain schéma. Un exemple très simple vous est donné ici. Ça permet en fait à l'apprenant de visualiser son parcours et ainsi de pouvoir l'organiser de façon à ce qu'il corresponde au mieux à ses attentes et à sa vie personnelle et professionnelle. L'idée pour les étudiants qui souhaitent arriver jusqu'à une certification, mais je le dis tout de suite, ce n'est pas forcément l'ensemble de notre public. Une partie, bien sûr, souhaite arriver au diplôme, au certificat, mais nous avons aussi toute une partie du public qui vient chercher certaines compétences. Pour ceux qui veulent uniquement avoir certaines compétences, ils vont pouvoir choisir selon le schéma de capitalisation, selon le suivi des unités d'enseignement qui est présenté là. Mais pour ceux qui souhaitent aller jusqu'à une certification et jusqu'à un diplôme, ils doivent, à l'issue de leur formation, avoir réussi, que ce soit de manière classique ou via la valorisation des acquis, ils doivent avoir réussi tous les cours qui constituent la section pour pouvoir s'inscrire dans l'épreuve intégrée, qui est un genre de TFE qui est présent dans toutes les sections,
qui est en fait une remise qui va montrer tout ce qu'il a mis en œuvre au cours de son apprentissage, au cours de ce qu'il aura appris. Il va le mettre en pratique devant un jury et ça le permettra d'obtenir le diplôme souhaité. Alors, qui va pouvoir avoir ces valorisations, ces clés en main? C'est le conseil des études des différents établissements. Donc, dans chaque établissement, des conseils des études sont établis par section. Ils sont présidés par le directeur de l'établissement ou la personne qu'il nomme pour le remplacer, ainsi que le professeur du cours et d'autres professeurs de la section. Ils vont travailler sur base de ce que l'étudiant, ce que l'apprenant va amener avec lui dans ses bagages comme expérience. Donc, pour son travail, il sera également soumis au contrôle au niveau de la qualité pour les services d'inspection et de vérification. Alors, les valorisations vont se passer sur une base bien précise qui sont les dossiers pédagogiques. Donc, comme vous le savez, en promotion sociale, nous travaillons sur des dossiers pédagogiques qui sont communs à nos 152 établissements. Comment arrive-t-on à un dossier pédagogique? Une demande d'un secteur apparaît et communiquée au conseil général où les bassins nous font part d'une demande. Nos écoles nous disent qu'il serait temps peut-être de revoir un ou l'autre dossier. Nous avons des nouveaux dossiers qui sortent au SFMQ et donc nous devons nous en emparer. Donc, le Conseil général de l'enseignement de promotion sociale va demander à un groupe de travail constitué d'experts de l'enseignement de promotion sociale, mais aussi d'experts extérieurs, de constituer ces dossiers. Alors, ils sont tous constitués de la même manière. On reprend les différentes finalités du dossier pédagogique, mais vous aurez la constitution du cours, le nombre d'heures, vous aurez le type de professeur, vous aurez les capacités pour pouvoir s'inscrire, je vais en reparler tout de suite. Vous aurez le programme du cours, les acquis d'apprentissage et ainsi toute une série d'éléments qui seront toujours les mêmes et présents dans tous les dossiers. Alors, les dossiers, une fois constitués, sont présentés au Conseil général pour approbation et ensuite transmis au gouvernement de la communauté française pour pouvoir être approuvés et votés officiellement. Donc, nos dossiers sont tout à fait publics et sont mis à disposition dans le cadre d'un étudiant qui demande une valorisation. La première chose qu'on fera, ce sera lui communiquer ce dossier pédagogique. Comme ça, il verra exactement quelles sont les attentes, que ce soit en matière d'entrée, en matière de cours des études ou en matière de sortie par rapport à la sanction. Donc, nous prendrons à ce moment-là en compte trois types de valorisation, je vais vous les expliquer maintenant, ainsi que trois types d'acquis différents. Alors, on commence par la valorisation en admission. Donc, l'admission, c'est pouvoir s'inscrire dans un cours. Pour s'inscrire dans un cours, le dossier pédagogique prévoit des capacités préalables requises. Effectivement, la personne doit maîtriser un certain nombre de compétences pour pouvoir être à même de suivre le cours avec succès. Alors, ces capacités seront expliquées de deux manières, où vous avez un titre formel. Je prends un exemple, il faut le CESS pour pouvoir s'inscrire dans un bachelier, mais vous pouvez aussi l'avoir dans le dossier. Il l'exprime également avec des capacités qui sont détaillées, capacités par exemple en français, en mathématiques. Si la personne n'a pas le titre, ça lui permettra ainsi de pouvoir faire tout de même valoir ses capacités qu'il aurait pu maîtriser d'une manière ou d'une autre. Alors, on en arrive alors à la base des preuves que l'apprenant va pouvoir mettre en avant pour obtenir les valorisations. Donc, il y a d'abord des attestations qu'on va considérer comme formelles, c'est-à-dire des attestations venant de l'enseignement des trois communautés en Belgique. Mais l'enseignement au sens large, il peut s'agir aussi de diplômes étrangers pour lesquels il y a une reconnaissance officielle. Il peut aussi s'agir d'étudiants ayant un bilan d'une haute école qu'il veut faire valoir ou des universités. Donc, on reprend au sens large tous les titres d'enseignement.
Alors, je vous le disais aussi, on en a parlé aujourd'hui, il y a aussi des bases collectives. Par exemple, la promotion sociale fait partie de l'accord de coopération pour le SFMQ et donc il valorise automatiquement les UA qui sont édités par les différents opérateurs qui peuvent les délivrer. Nous avons les conventions de valorisation. Il s'agit de conventions passées ici, il y a différents types. Ça peut être des conventions particulières entre un établissement et un organisme de formation ou des conventions automatiques de valorisation qui sont passées entre un organisme de formation et la communauté française qui implique donc toutes les écoles de promotion sociale. C'est le cas qui va vous être décrit juste après par ma collègue de l'IFA-PME, Laurie Delstange, qui vous donnera un exemple tout à fait concret de ces conventions de valorisation. Alors, autre titre formel, Donna l'a rappelé aussi, l'enseignement de promotion sociale fait partie du dispositif du consortium de validation des compétences et il est donc tout à fait naturel que les titres de compétences soient valorisés automatiquement en promotion sociale. Alors, quid du futur? Là, vous voyez, je suis dans des points d'interrogation, mais j'ai vu dans la liste des participants que nous avons pas mal de personnes autour de la table qui savent de quoi je vais parler. Par rapport au futur, eh bien, il y a la possibilité de valoriser de manière formelle aussi des CCP, le certificat de compétences professionnelles, qui regroupe les opérateurs de formation et la validation des compétences. L'enseignement de promotion sociale est associé à ce projet pilote qui se termine ici fin de semaine et compte bien jouer un jeu important dans la reprise d'études des candidats qui seraient un jour porteurs de ce titre. La semaine dernière, c'est décidément une période très, très riche en ce qui concerne les partenariats et tout ce que nous pouvons mettre en place ensemble. Nous avons vu la conclusion du projet de reconnaissance des capacités acquises dans les CISP. Alors, pourquoi pas envisager, effectivement, nous a présenté une attestation qui pourrait être commune aux CISP. En plus des conventions de valorisation, pourquoi pas par la suite envisager aussi de reprendre à titre formel certaines attestations délivrées par ces organismes avec qui nous avons déjà beaucoup de liens. Donc voilà, il y a des pistes, ce ne sont probablement pas les seules, mais en tout cas, nous sommes très demandeurs de pouvoir aller dans ces directions et de pouvoir tendre la main vers différents partenariats, comme Madame la ministre l'a également rappelé. Alors donc voilà ce que nous considérons comme titre formel, en tout cas à l'heure actuelle. Sur base d'un dossier, l'étudiant va aussi pouvoir rassembler différents types d'autres preuves, que ce soit des acquis non formels ou informels, donc acquis dans d'autres centres de formation, et aussi par auto-apprentissage, par la vie courante. Donc il va pouvoir, dans le cadre de l'admission et de la dispense, constituer un dossier dans lequel il met en avant ce qu'il a pu acquérir dans sa vie comme expérience, qu'il estime pertinente ici pour l'admission dans une unité d'enseignement. Si la personne ne possède pas de documents particuliers pour en attester ou ne peut pas fournir de preuves, on pourra toujours lui proposer de présenter un test ou une épreuve de type globalisant qui va reprendre ce que nous retrouvons dans les capacités préalables requises en termes de capacité. On va lui demander de présenter un test pour prouver qu'il maîtrise effectivement ces différents acquis. Au niveau de la dispense, deuxième type de valorisation, pour la dispense, on est au sein d'une unité d'enseignement. Dans les unités d'enseignement, vous avez différentes activités. Alors, on va prendre quelque chose de très pratique. Vous avez une base théorique et vous avez une base pratique. La personne a déjà travaillé dans le secteur. Il a donc acquis des gestes très sûrs au niveau, par exemple, pratique. Il va donc pouvoir demander au conseil des études de valoriser ses acquis et de le dispenser de certaines activités d'enseignement
au cœur de l'UE. Par exemple, il pourrait être dispensé de la partie pratique. Ça pourrait être aussi le contraire, il pourrait être dispensé d'une partie théorique. Pour cela, il devra prouver la maîtrise des acquis d'apprentissage décrits dans le dossier et en rapport avec cette activité d'enseignement. Il pourra aussi demander une dispense effective de tout ou partie d'un stage. Donc, s'il travaille déjà dans la branche ou s'il a travaillé dans la branche qu'il souhaite étudier, ben, forcément, on ne va pas lui demander d'en plus prendre congé pour effectuer son propre travail. Donc, des valorisations sont possibles là. Il devra dans tous les cas rentrer un rapport de stage. Alors donc, ces dispenses se feront sur base formelle ou sur base d'un dossier. Donc, je vous les ai déjà décrits. Donc là, les 2 sont possibles ou alors il reste toujours la possibilité du test ou de l'épreuve. Alors, troisième type de valorisation qui bien sûr est la plus importante pour l'apprenant, c'est la valorisation en sanction, donc au sens EPS du terme bien entendu, c'est-à-dire la réussite d'une ou de plusieurs unités d'enseignement sur base des acquis que la personne mettra en avant. Alors, pour une sanction, pour une valorisation, on ne pourra prendre en compte au niveau des conseils des études que des documents tout à fait formels, donc tels que décrits précédemment, ou alors l'étudiant sera soumis à un test ou une épreuve. C'est quelque chose qu'on garde pour la dernière extrémité parce qu'effectivement, mon prédécesseur qui avait la parole l'expliquait, il y a toujours une condition de stress par rapport à la mise en test et en épreuve et donc c'est pour ça nous essayons toujours de donner la priorité à un dossier. Malheureusement, à l'heure actuelle en promotion sociale, il n'est possible que de valoriser sur base de documents formels, mais qui sait, nous allons réfléchir encore à d'autres pistes pour l'avenir. Alors l'avantage pour l'apprenant, mais c'est la délivrance d'une attestation de réussite valorisation. Alors, on l'appelle attestation de réussite valorisation, mais elle a exactement les mêmes effets de droit que les attestations de réussite classiques. Et donc, elle permet vraiment une mobilité pour l'apprenant. On a des exemples d'étudiants qui habitent à Mons, travaillent à Bruxelles, hein, c'est un exemple bien connu, et qui vont ainsi pouvoir s'inscrire le soir près de leur emploi à Bruxelles dans un institut, pouvoir suivre certains cours selon les jours qui l'arrangent et pouvoir aussi compléter son cursus chez lui le week-end, le samedi, près de chez lui. Il va pouvoir ainsi capitaliser les différentes unités d'enseignement et avoir des attestations de réussite de différents établissements, avoir des choses qui seront valorisées et ainsi pouvoir constituer son portefeuille pour s'inscrire, s'il le souhaite, à l'épreuve intégrée. Donc, toutes ces attestations sont capitalisables et permettent une mobilité qui est souvent désirée de nos jours. Ça permet aussi vraiment d'avoir une flexibilité, une souplesse. Et grâce à ces attestations, bien sûr, Donna le disait encore aussi, raccourcir le parcours, le temps est précieux, il est d'autant plus précieux, on l'a vu, on a dû se réadapter et donc c'est important pour les apprenants de le mettre vraiment à profit et de tirer un maximum des avantages de ce qu'on peut leur proposer. On a affaire à des adultes et donc ils ont des choses entre leurs mains, il faut pouvoir le valoriser. Donc c'est très important. Pour nos établissements de promotion sociale, mais les derniers temps ont été très compliqués, hein. Il a fallu se réinventer. Alors l'e-learning existait déjà en promotion sociale, mais il a fallu vraiment se réinventer avec un enseignement hybride. Il a fallu trouver des moyens. Madame la ministre l'a souligné effectivement, ben, voilà, des choses ont été faites et on en attend encore et toujours. Donc, pour pouvoir développer au maximum cet enseignement hybride, j'ai entendu les différents intervenants auparavant exprimer différentes pistes aussi. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont certainement sortir de positif de cette crise qui n'a pas toujours été amusante.
Alors, une des règles, c'est aussi la valorisation de l'épreuve intégrée qui est impossible à l'heure actuelle. C'est vraiment là l'épreuve qu'il faut passer dans tous les cas à l'heure actuelle. Il y a également des règles qui sont propres à l'enseignement supérieur. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Laurie Delstand, je vous en parlera par rapport à l'exemple qu'elle va vous illustrer. Donc, voilà un petit peu les valorisations qu'on peut proposer. Des valorisations individuelles, mais bien sûr, c'est l'individu, c'est l'apprenant qui vient sonner auprès d'un établissement de promotion sociale avec tous ses bagages. Il peut y avoir à la base des accords collectifs du genre le SFMQ, via la validation, via des conventions. Donc, il y a toutes sortes de partenariats qui sont possibles avec des opérateurs. Donc, j'entends que nous avons beaucoup de participants qui sont ouverts au fait de tisser des liens. Eh bien, nous sommes tout à fait preneurs. Vous allez avoir tout de suite mes coordonnées, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller sonner dans l'établissement de promotion sociale proche de chez vous. Vous le trouverez facilement, que ce soit pour avoir le démarrage ou la reprise d'études. Vous le trouverez facilement sur notre nouveau site. Donc, comme certains d'entre vous l'ont probablement vu, nous avons eu une campagne de publicité qui a démarré il y a un peu plus d'un mois. Place à ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, nous avons en même temps mis sur pied un nouveau site, promsoc.cfwb.be, où vous allez retrouver les 8000 formations offertes par l'enseignement de promotion sociale. Vous allez les retrouver aussi par formation, par localisation. Quel est l'établissement près de chez moi qui organise ce que j'ai toujours voulu faire? Donc, vous le trouverez sur ce site. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les adresser. Vous avez mes coordonnées là ou alors via le site également. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie. Et sans plus tarder, nous laissons donc la parole à Véronique Sensal et Laurie Delstange pour la présentation de l'exemple concret de parcours d'apprentissage réalisé grâce à des partenariats réalisés par l'IFAPME. Voilà, Vous voyez merci. bien mon écran? Parfait. Voilà, ma collègue et moi allons vous présenter, enfin j'ai l'insigne honneur de vous présenter au nom de ma collègue et moi un exemple de partenariat dans le processus d'apprentissage à l'IFAPME. Alors il faut savoir que l'IFAPME dispose et développe de nombreux partenariats, notamment avec les secteurs professionnels, et ça dans le cadre de mieux répondre à leurs besoins en termes de recherche d'employés ou d'ouvriers, mais également en termes de développement de contenu de nos référentiels. Nous avons des partenariats avec l'enseignement, notamment celui que je vais présenter tout de suite, avec le Forem également, dans le cadre de formation en alternance, les FALT, mais aussi par l'envoi de certains de nos apprenants dans leur centre de compétences, notamment pour mutualiser les équipements qui sont à disposition des uns et des autres. Avec le CVDC, je pense que Donna les a déjà mentionnés, donc je ne reviens pas dessus, mais également avec des associations. Il faut savoir qu'à l'IFAPME, nous avons de plus en plus de jeunes migrants qui ne maîtrisent pas le français. Et donc voilà, les centres de formation IFAPME travaillent parfois en association avec des associations pour renforcer les compétences de la maîtrise de la langue française, ou alors même des jeunes qui viennent de l'enseignement, de l'enseignement et des jeunes qui ont des dys, dyslexie, dyspraxie, etc. Et donc, nous pouvons travailler également avec des associations. Et tout ça pour favoriser l'acquisition des compétences, la formation tout au long de la vie, puisqu'on a beaucoup de reconversions à l'IFAPME, notamment dans la formation des adultes, en vue, bien entendu, de garantir l'insertion professionnelle.
Donc l'exemple que nous avons choisi, en fait, c'est un exemple qui comporte 2 partenariats. Le premier, c'est un partenariat avec l'enseignement de promotion sociale dont ma collègue Madame Fontaine a déjà mentionné auparavant, et qui comporte également un partenariat avec l'ITA, qui est l'Institut des conseillers fiscaux et experts comptables. Donc, je vais commencer avec le premier partenariat. Je ne vais pas trop revenir sur les éléments réglementaires parce que je pense que Madame Glatini et Madame Fontaine les ont déjà mentionnés. Donc, notre exemple, c'est vraiment notre formation de candidat passerelle en comptabilité. Donc, en fait, on l'appelle candidat passerelle parce que l'IFA-PME ne peut pas diplômer les jeunes au niveau bachelier, et donc nous avons une formation qui les amène à un certain niveau, et le partenariat avec la promotion sociale leur permet d'obtenir le bachelier en comptabilité. Donc, je vais passer très rapidement sur les aspects réglementaires, simplement pour dire que, selon les arrêtés du gouvernement de la communauté française, on a travaillé sur une convention qui nous permet de garantir et de faire une reconnaissance automatique des acquis de la formation que nous proposons. Et dans le cadre de cet arrêté, nous avons bien entendu dû démontrer les contenus que nous proposons, mais également tout ce qui était la garantie du contrôle qualité de notre formation, etc. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, comme je venais de l'expliquer juste avant, cette reconnaissance d'acquis se fait via une convention cadre. Donc, ça a vraiment été un partenariat direct entre Madame Fontaine, moi-même et ma collègue Véronique Sénessal. Et donc, nous avons vraiment monté un dossier où nous avons, comme je viens de le mentionner, déposé notre référentiel, nous avons déposé tous nos systèmes de contrôle qualité, tous nos référentiels d'évaluation de chaque module, de chaque cours, etc. Et donc, tout ça est passé par la promotion sociale, enfin tous les niveaux de validation, mais également l'ARES, puisque maintenant, pour toutes les conventions qui donnent accès à un niveau bachelier, nécessitent en fait la validation par l'ARES. Et donc, nous avons cette convention cadre qui est signée par la promotion sociale, la région Wallonne et l'organisme de formation, donc l'IFA-PME, et donc qui précise les modalités de reconnaissance, hein, et donc de par cette convention cadre, elles se font automatiquement. Et donc voilà, il y a des obligations qui doivent garantir le niveau de nos formateurs, un certain nombre d'heures ou le niveau des formations, des modules qui doivent être absolument donnés par la promotion sociale. Ce sont les unités de formation déterminantes, donc c'est le niveau le plus élevé pour obtenir le diplôme. Donc, après cette convention cadre, il y a une convention entre les 2 instituts de formation. Et donc là, vous avez le centre IFA-PME de Liège avec l'enseignement de promotion sociale de Fléron, qui ont donc signé une convention. Et donc là, on identifie les formateurs, les heures de cours qui doivent être données chez les uns et chez les autres. Et donc, à la fin du parcours, nos jeunes auront bien accès au bachelier qui est délivré par la promotion sociale, bien évidemment, puisque l'IFA-PME ne délivre pas ce type de diplôme. Et donc, en termes de contrôle qualité, la promotion sociale, l'enseignement réalise donc bien des inspections de manière récurrente, annuellement. Nous faisons l'objet, comme tout institut d'enseignement, à une inspection de nos cours, de nos évaluations et de nos formateurs. Donc voilà un petit peu le partenariat avec la promotion sociale qui se passe très très bien, et je dois le dire et le souligner, c'est souvent une question de personne. Voilà. Et donc la deuxième partie, en fait, c'est la poursuite. Après le bachelier, donc nous avons un partenariat qui est un peu moins formel avec l'ITA. Donc en anglais, c'est Institute for Tax Advisors and Accountants. Donc c'est l'Institut des conseillers fiscaux et experts comptables. Et donc, dans les textes légaux, toute personne qui souhaite exercer une profession indépendante de comptable et de conseiller fiscal doit être inscrit au registre public de l'ITA. Et donc, il y a des examens d'aptitude pour rentrer à l'ITA. Ils doivent également faire un stage. Et donc, dans la poursuite du parcours, nous avons des jeunes qui, avec le bachelier, vont être employés, vont
trouver un emploi dans un service comptable, mais nous avons des personnes qui souhaitent poursuivre pour devenir indépendants. Et donc, nous avons ce partenariat informel avec l'ITAA qui permet, donc qui garantit à nos apprenants de pouvoir être dispensés de cet examen d'admission et donc de pouvoir aller chercher cette garantie d'être inscrit au registre de l'ITAA et de pouvoir devenir indépendant. Donc, je ne vais pas reprendre les aspects réglementaires, juste pour vous souligner que voilà, dans la réglementation, les formations de l'IFA-PME, au même titre que le bachelier, puisque dans ce cadre-ci, autant les personnes qui sortent de la passerelle bac de la promotion sociale, mais également de notre formation chef d'entreprise comptable, ont accès à cet examen d'admission à l'ITA et donc peuvent prétendre à devenir indépendants. Et donc, pour être dispensés, eh bien, nous devons faire preuve des mêmes cours, des mêmes contenus de formation et du même nombre d'heures que les examens qui sont requis à l'admission. Et donc, avec le bachelier et avec la formation de chef d'entreprise comptable, on a fait un travail pour identifier ce qu'il manquait pour être dispensé de cet examen d'admission. Et donc, nous proposons à nos apprenants un petit complément de formation de 95 à 200 et quelques heures qui permettent d'être dispensés de cet examen d'admission. Et comme je l'ai dit, c'est un partenariat informel. Il se base sur la confiance. Donc, l'ITA a accès à nos contenus de formation, à nos évaluations. On s'assure que la plupart de nos formateurs sont membres de l'ITA. Et donc, voilà, sur base de cet accord, ou en tout cas de ce partenariat informel, sur base de notre diplôme ou même d'attestation de formation, eh bien, nos apprenants peuvent prétendre à la dispense de cet examen d'admission. Et donc, en conclusion, ben voilà, les passerelles et les partenariats que nous venons de décrire démontrent vraiment une plus-value pour l'apprenant dans son parcours de formation tout au long de la vie. Hein. Il peut poursuivre, faire la formation ITA ou pas, ça c'est à son choix. Donc, nous avons, comme Madame Fontaine l'a souligné, ben, cette possibilité de reprise d'une formation supérieure en passant l'examen d'entrée CESS via la promotion sociale. Donc ça fait partie de la convention avec la promotion sociale. Nous avons la reconnaissance de la convention de stage, hein, puisque dans le bachelier, il y a des stages obligatoires. À l'IFA-PME, nous proposons la convention de stage sur toute la durée de la formation. Eh bien, notre convention de stage est reconnue par la promotion sociale comme faisant office du stage obligatoire, moyennant un rapport, comme Madame Fontaine l'a mentionné dans sa présentation également. Nos apprenants peuvent prétendre donc au diplôme de bachelier délivré par la promotion sociale. Et donc, avec la formation complémentaire que nous proposons également, nos apprenants peuvent prétendre aux dispenses de l'examen d'admission à l'ITA. Et donc, voilà, ces partenariats offrent donc des facilités à la reprise aux études et à l'insertion professionnelle. Voilà, j'ai été très rapide, mais bon, je pense que beaucoup d'intervenants me précédents avaient appuyé sur les éléments réglementaires, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Tout grand merci. Tout grand merci à tous pour la présentation à la fois de ces dispositifs accélérateurs, facilitateurs de parcours, les projets présentés, ainsi que les témoignages de réalisation concrète et les témoignages donc de terrain.